Bonsoir futurs techniciens supérieurs et soyez la bienvenue au sein du groupe Le Secret de la Réussite. Ce soir, nous allons voir le premier chapitre du REDM intitulé Caractéristiques géométriques des sections planes. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir la première partie de ce chapitre et dans les prochains tutoriels, nous verrons la suite et probablement la fin. Lorsqu'on nous parle de caractéristiques géométriques d'une section plane, ça fait allusion à quoi? Lorsqu'on nous dit peut-être, voici une section plane, déterminons ses caractéristiques géométriques. Il faudrait d'abord savoir ce qu'on veut déterminer. Donc, je prends un exemple. On vous donne cette section, on vous dit déterminer les caractéristiques géométriques. Vous devrez d'abord au préalable savoir qu'il faut d'abord déterminer le centre de gravité de la section qui fait partie des caractéristiques géométriques. Par la suite, vous pouvez déterminer le moment statique qui fait également partie des caractéristiques géométriques. On chemine avec le moment d'inertie qui est très fréquent dans la détermination des caractéristiques géométriques d'une section plane. Je rappelle que ce moment d'inertie se donne en dimension 4, soit mètre expo 4, centimètre expo 4, et c'est multiple, ainsi de suite. Là, on va cheminer avec le module de résistance. Donc, le module de résistance est également une caractéristique géométrique. On avance avec le rendement géométrique et on terminera avec le rayon de gyration. Ok, donc voilà les différentes caractéristiques géométriques d'une section plane qu'on peut déterminer pour pouvoir dire qu'on a déterminé les caractéristiques géométriques d'une section donnée. Là, nous allons passer au centre de gravité. Je prends l'exemple d'une section quelconque de surface S et de centre de gravité G. Déterminer le centre de gravité de cette figure revient tout simplement à trouver les deux distances x, g et yg. Xg qui est la distance qui sépare l'axe des ordonnées avec le centre de gravité de la figure et YG qui est la distance qui sépare l'axe des abscisses avec le centre de gravité de la figure. Donc si on vous donne une figure, on demande de déterminer les coordonnées du centre de gravité de cette figure. Cela revient tout simplement à déterminer ces deux données. Maintenant, je prends un exemple dans le cas où vous avez une figure qui est constituée de plusieurs autres figures, comme celle-ci, et on vous demande de déterminer les coordonnées du centre de gravité de toute cette figure. Tout d'abord, vous devez commencer par déterminer les coordonnées du centre de gravité de chaque figure élémentaire et la surface de chaque figure élémentaire. Et par la suite, vous appliquez tout simplement ces deux formules. Donc, si j'ai la surface de chaque figure élémentaire, j'ai xi de chaque figure élémentaire, yi de chaque figure élémentaire. J'applique tout simplement la formule ci pour avoir xg qui est la coordonnée de la figure globale. Et j'applique tout simplement cette autre formule pour avoir yg qui est la coordonnée de la figure globale. Je rappelle que si c'est la surface de chaque figure élémentaire, xi c'est l'abscisse de chaque figure élémentaire. Et là, normalement, somme de SI va nous donner la surface totale de la figure. En rappel, nous pouvons dire que, si vous observez, vous allez voir que somme de SI, XI, c'est le moment statique suivant l'axe des X de cette figure-là. Somme de SI, YI, c'est le moment statique suivant l'axe des Y de cette figure-là. Donc, voilà la formule pour évaluer le moment statique. Il ne faudrait pas qu'un jour, on vous demande de calculer le moment statique et que vous dites que vous ne connaissez pas la formule. Voilà la formule. Ok. Là, nous allons rappeler que le moment d'inertie, que ce soit en X ou en Y, d'une figure dont l'air est noté S, est donné par ces deux formules-ci. Donc, voici les formules générales. Si on vous demande de calculer le moment d'inertie, vous pouvez passer par intégration. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons déjà des formules usuelles pour évaluer les moments d'inertie en fonction des figures. Si j'ai un rectangle de base B et de hauteur H, il peut dire que le moment d'inertie IGX est tout simplement égal à BH au cube sur 12. Et en Y, j'aurai HB au cube sur 12. Si c'est un triangle, j'aurai BH au cube sur 36. Et en Y, voilà la formule. Si j'ai un demi-cercle, j'aurai pi d expo 4 sur 128. Dans tous les cas, ce petit tableau vous sera envoyé à la suite de ce tutoriel pour que vous puissiez appliquer par vous-même. Donc, vous aurez fréquemment ces 4 figures dans vos surfaces composées. Donc, vous aurez une surface composée que vous pouvez discrétiser en plusieurs surfaces élémentaires. Et ces surfaces élémentaires
feront toujours référence à ces quatre figures. Au cas contraire, il faudrait passer par intégration. Je tiens à rappeler que pour trouver ces formules-ci, on a appliqué cette formule-ci. Donc, nous sommes passés par intégration. Et celui qui veut connaître comment quitter d'ici, pour ici, a tout simplement à nous faire signe. Et on le fera un tutoriel en démontrant comment quitter de l'intégration pour la formule finie. Ok. Là maintenant, nous allons parler du théorème du Gains. On va dire là, on a une surface S, on a une surface élémentaire dont la section est S, et on a également le moment d'inertie de cette surface par rapport à l'axe D qui passe par le centre de gravité de la surface qui est G. Si on nous demande de déterminer le moment d'inertie de cette même surface par rapport à un axe delta qui ne passe pas par le centre de gravité de la figure G, on a tout simplement à appliquer la formule IG delta est égal à IGD plus SD carré. S étant la surface de cette figure et D étant la distance qui sépare les deux axes. Donc, je veux le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. C'est égal au moment d'inertie par rapport à l'axe D plus SD carré. S étant la surface de la figure et D la distance séparant les deux axes. Là, maintenant, nous allons parler du produit d'inertie. Le produit d'inertie, qu'est-ce que le produit d'inertie? Si on vous demande dans un exercice déterminer le produit d'inertie de cette section, la seule chose que vous devrez faire, c'est appliquer cette formule. Certains vont se dire à quoi fait référence AI, à quoi fait référence BI. Maintenant, nous allons vous dire que AI, c'est tout simplement la différence entre XG et XI. Donc, si tu as XG et tu as X de chaque figure élémentaire, tu appliques cette formule-ci pour trouver AI. Et rappelons que c'est une sommation, raison pour laquelle on a un moteur qui est I. Donc, ça varie en fonction de I. Ok. On rappelle également que BI, c'est la différence entre YG et YI. Tout simplement. Et grand AI, c'est tout simplement l'aire ou bien la surface de chaque figure élémentaire. Donc, voilà comment évaluer le produit d'inertie d'une figure composée ou bien d'une section droite composée. D'accord. Là, nous allons avancer avec le moment d'inertie polaire. Le moment d'inertie polaire noté I0 est tout simplement égal à la somme des moments d'inertie IX et IY. Tout simplement. Donc, si on te demande, calcule le moment d'inertie polaire, tu prends le moment d'inertie par rapport à l'axe X, tu additionnes au moment d'inertie par rapport à l'axe Y, tu trouves ton moment d'inertie polaire. Ok. Cela dit, nous allons avancer. Voilà, on nous présente les moments d'inertie max et min. Déjà, excusez-moi, si on vous demande de calculer le moment d'inertie maximal ou minimal, tout ce que vous devrez faire, appliquer ces deux formules-là. C'est vrai, ces formules sont démontrables. Celui qui est Thomas et qui veut savoir comment les démontrer afin d'arriver ici, qu'il nous signale. On fera un tutoriel pour démontrer cela. Mais qu'à cela ne tienne, dans un exercice, on ne va pas vous demander de démontrer. On vous demande d'appliquer ces deux formules et de trouver les moments d'inertie max et min. Là, on tient à rappeler que IX et IY sont les moments d'inertie par rapport aux axes X et aux axes Y. Déjà, vous m'excusez, ici, ça doit être Y. Et IXY, c'est le moment d'inertie produit. Comme on vient de voir tout à l'heure, comment le calculer. Ok. Certaines personnes vont se dire, mais ces deux formules, elles sont grosses, comment les retenir? Mais non, il suffit juste de retenir une seule formule et d'en déduire l'autre, car la seule différence entre les deux formules, c'est ce signe plus qui devient moins lorsque on parle de I-min. Ok, ceci dit, nous allons vous présenter comme toujours nos différentes offres sur nos documents. Donc, on vous exhorte à entrer en possession de vos documents. Ou bien, si vous avez déjà les documents, invitez vos camarades à entrer en possession de les leurs pour pouvoir intégrer ce groupe afin de suivre nos cours. Donc, voilà les trois documents que nous laissons au prix de rien. Et pour celui qui prend les trois documents, nous l'offrons gratuitement ces deux documents et nous l'intégrons dans notre groupe WhatsApp dans lequel nous allons le suivre durant toute l'année académique. Bon, déjà, je tiens à rappeler que ici, c'était la première partie du chapitre 1 du RDM.
Le prochain tutoriel vous donnera la deuxième partie du chapitre 1 et ça sera probablement la fin de ce chapitre. Et par la suite, vous aurez une fiche de TD. Je tiens également à rappeler que dans ce cours, il y a beaucoup de formules qui sont démontrables. Donc ne pensez pas que ces formules, on les prend quelque part et on les plaque. Non. Bon, pour réussir à votre examen, on vous demande de les plaquer et de les appliquer. Mais pour celui qui veut savoir comment démontrer toute cette formule, qu'il nous fait juste signe. Il nous fait juste signe. Bon, cela on va dire quoi? S'il y a au moins déjà 15 personnes qui veulent qu'on démontre les formules, on fera un tutoriel pour démontrer toutes ces formules. Donc, merci et bon courage à chacun.